qu'on passe la parole maintenant à Christophe Moliec du groupe Aramis, directeur RSE du groupe Aramis. Ah ouais, formidable, formidable. Christophe qui vient avec son cristal des achats. Je laisse quelques minutes. On a mis un visuel, je crois, qui résume un petit peu pas mal de choses sur Aramis. Je te laisse une dizaine de minutes pour nous parler de vous et de la démarche et comment elle rejoint le sujet des achats. Bonjour à tous. Déjà, je suis venu avec le petit cristal des achats qu'on a eu hier, avec Gimmick Design. Donc, on en est fiers. Donc, je voulais le montrer. Donc moi, je suis directeur RSE du groupe Aramis. Le groupe Aramis, c'est un groupe d'origine bordelaise, une trentaine de sites en France, environ 1000 personnes. Alors, ça commence mal parce que je ne suis pas un expert des achats. Donc, je vais simplement vous raconter notre histoire, notre démarche dans la RSE et puis comment les achats ont pu nous donner des coups de main dans la mise en place de cette RSE. Deux mots sur ce que nous fabriquons. On n'est pas dans les moteurs dans l'aéronautique, on est dans les produits du bâtiment. Vous avez là quelques images pour vous rendre compte de ce que nous faisons. On travaille beaucoup l'aluminium, donc les gouttières que vous voyez là, mais aussi toutes sortes d'aménagements des maisons avec des panneaux sandwich, des carports, des pergolas, des vérandas. Et puis on a aussi un réseau de distribution qu'on voit sur l'image du bas avec l'enseigne Sunclear, beaucoup de camions pour livrer des produits en plaques, aluminium, plastique, composite. Tout ça, c'est bien polluant aussi, c'est clair. Alors, quel était le cheminement en fait, de la RSE et de notre démarche de développement durable? Ça a commencé il y a 5 ou 6 ans, donc par la création d'une direction RSE. Et bon, le point de départ important, c'est que notre dirigeant, notre PDG était très très moteur. C'est mon meilleur ambassadeur au quotidien. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est qu'au fur et à mesure que cette démarche s'est mise en place, l'entreprise s'en est appropriée. C'est comme un organisme vivant qui avance tout seul et qui a intégré la RSE et le développement durable dans ses décisions au quotidien. Alors, comment on a commencé? Nous, on a beaucoup travaillé... on a créé une feuille de route. On a beaucoup travaillé sur le carbone, évidemment. Alors, j'allais dire, parce que c'est le plus facile, c'est pas vrai. C'est pas facile de décarboner, mais c'est relativement facile de mesurer. Dans nos activités, donc on a assez peu de ratios monétaires dans nos évaluations. On a la chance d'avoir souvent des facteurs d'émission assez précis. Et donc, on a fait notre bilan carbone, ce qui nous a permis de bien comprendre certaines choses, d'envisager l'analyse de cycle de vie de nos produits, de comprendre certaines erreurs du passé. Donc c'était assez intéressant. C'était le point de départ en fait de pas mal de grandes idées qui prenaient racine. Alors j'ai mes notes parce que j'ai plein de choses à dire et je vais oublier plein de trucs. Alors je vais essayer de ne pas le faire. Dans notre feuille de route, le pilier environnemental, c'était le plus gros en fin de compte, et on a mis les achats dans ce pilier-là. Donc ces fameux bilans de gaz à effet de serre, on les réalise chaque année dans tous les périmètres du groupe. Et évidemment, le scope 3, c'est majoritaire. Dans les entreprises de production, chez nous, c'est 90% des émissions. C'est vraiment énorme. Et le levier le plus fort, c'est d'agir sur les matières premières. Et donc forcément, les achats. Une fois, je ne me suis pas fâché avec notre directrice des achats, mais je l'ai un peu vexée parce que je lui ai dit, en plaisantant, je lui ai dit, de toute façon, toi, tu fais 2 clics pour acheter quelque chose et tu fais la moitié de mon plan d'action de décarbonation. C'était assez rigolo, mais bon, voilà. Donc voilà, les actions les plus fortes portent sur les matières premières. On travaille avec nos fournisseurs, on exprime nos besoins. On travaille avec feu pour trouver des solutions. Voilà, on a mis en place une charte achat responsable à ce moment-là. Et ce qui m'a paru le plus intéressant, il y a une petite musique, c'est sympa. Ouais, voilà. Non, mais c'est bon, ça fait zen, j'aime bien. Donc cette charte achat responsable, ce qui était intéressant, c'est que certains de nos fournisseurs n'ont pas voulu la signer. Dedans, il y avait juste le partage de nos valeurs en termes d'environnement, d'éthique, de social. Et évidemment, on a besoin de nos fournisseurs. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas signé qu'on a arrêté de travailler avec eux. On n'a pas ce pouvoir.
mais ça nous éveille un petit peu. Ça veut dire que quelque part, derrière, il y a peut-être, je sais pas, du travail forcé, de la pollution, des choses qu'on ne veut pas avouer, mais les gens ne signent pas. Donc c'est quand même intéressant. Donc à partir de là, je peux dire qu'on a commencé à acheter différemment. Ce n'était pas encore des achats responsables, mais on va dire que c'était des achats différents. Et ce dont je voulais vous parler un peu plus aujourd'hui, c'est la biodiversité. À partir de là, on a eu une approche un peu plus riche, c'est-à-dire qu'on est allé volontairement vers la biodiversité. Le point de départ, c'est que si vous lisez une analyse de cycle de vie d'une matière ou d'un produit, vous verrez qu'il y a environ 25 critères différents. Les impacts écologiques, des impacts sur la santé, des impacts sur les ressources de matières premières, enfin les ressources naturelles. Mais dans le quotidien, qu'est-ce qu'on regarde, hein? On regarde toujours la première ligne, le pouvoir de réchauffement climatique, le CO2, on regarde que ça. Et ouais, ça ne nous convenait pas, parce qu'on se rend bien compte qu'on va passer à côté de quelque chose. Alors, le plan d'action climat, il est très bien, il va quand même à l'essentiel. C'est quand même, enfin, je veux pas ici que vous pensiez que ça sert à rien. Au contraire, c'était un gros point de départ, un gros accélérateur, mais c'était pas intellectuellement suffisant. Donc, quand on commence à réfléchir à ces points-là, ben on va voir. J'ai remis en haut la petite image des limites planétaires qu'on connaît tous, ou des frontières planétaires. On va commencer à se rendre compte voilà, que le climat, c'est pas tout, en fait. Donc, je sais plus où j'en suis, du coup, mais c'est pas grave. Donc, voilà, agir sur le climat, c'est bien. On est tous d'accord avec ça. Mais il peut y avoir, en fait, toutes sortes d'effets rebonds ou d'effets négatifs sur d'autres aspects qu'il faut pas négliger. Donc, on a pris en compte la biodiversité dans notre feuille de route. Je dirais que c'était une deuxième étape. Alors, je vais essayer de faire un peu de promo pour la formation à la biodiversité. Si vous êtes curieux, si la nature vous intéresse, ou même si vous pensez que votre entreprise ou votre organisation est déconnectée du vivant, parce que c'est souvent ce qu'on pense, eh ben, formez-vous à la biodiversité. Moi, j'ai eu la chance de participer au programme Entreprise et Biodiversité, qui a été fait ici, Exoltena, avec l'Agence régionale de la biodiversité, puis la région Nouvelle-Aquitaine. Eh ben, c'était super. C'était super bien. Je vous invite à aller voir la vidéo qui tourne souvent sur les réseaux, sur LinkedIn, justement, à la fois sur le compte de Soltena, peut-être sur celui aussi de toutes les entreprises ont fait leur petite vidéo, leur petite capsule où on raconte notre expérience, ce que ça nous a amené. C'était certaines entreprises comme Aramis, vraiment industrielles, où au départ on imagine qu'on n'a aucun lien avec le vivant, et puis d'autres qui avaient le vivant dans leur activité. Donc on avait des approches différentes, mais c'est vraiment intéressant. On a compris ce que ça voulait dire biodiversité, on a compris quels étaient les services rendus par la nature, par les biodiversités, et on réalise mieux, après une formation de ce type-là, quels sont les liens entre notre activité, notre entreprise, et puis les animaux humains que nous sommes, quoi. Donc c'est juste essentiel. Il faut juste rappeler que certains scientifiques parlent d'une 6e extinction de masse, et que le rôle de régulation de la biodiversité, ça a quand même permis à la vie d'arriver sur Terre et à nous d'être là aujourd'hui. Donc il faut quand même en prendre soin. On découvre dans ces formations les 5 causes d'érosion de la biodiversité, dont certaines sont des limites planétaires qu'on va voir ici. Et puis on se rend compte que même si on est une entreprise qui travaille de l'aluminium ou du titane ou autre, il y a quelque part de l'extraction de matières premières avec tous les impacts environnementaux et sociaux, et il faut les découvrir. Donc la formation, ça a été l'occasion de faire un diagnostic dans l'entreprise de notre chaîne de valeur, de nos sites, et puis de créer un plan d'action qui est venu vraiment renforcer notre plan d'action climat qui existait déjà. Mais alors, il y a des actions locales, évidemment, qui se voient, qu'on est content de mettre en place. Ça permet de sensibiliser le personnel et puis les gens autour de nous, c'est super. Mais il y a aussi, surtout, des actions sur la chaîne de valeur. Et là, pour moi, puis pour toute l'équipe, on a pris conscience, ça paraît bête de le dire,
parce qu'on devrait le savoir, mais en fait, on ne le sait pas. On a pris conscience de toute la longueur de notre chaîne de valeur et ce qui se passe au-delà du rang 1 de nos fournisseurs et tous les enchaînements qui peuvent exister jusqu'à l'autre bout du monde. Et c'est, enfin, pour nous, c'est par la biodiversité que c'est venu, en fait. On s'est rendu compte, alors si je prends l'exemple de l'aluminium, qui est présent sur plein de choses ici, dans le plan carbone, on veut décarboner, on trouve un fournisseur qui fait de l'alu décarboné, on arrive à un résultat intéressant, ça avance. Mais quand on regarde la biodiversité, on va s'interroger à toute la chaîne qui nous permet d'avoir de l'alu chez nous. On va voir la bauxite, on voit que ça crée énormément de boue rouge avec des pollutions, avec plein d'impacts localement. Alors loin de chez nous, c'est vrai. Il faut s'intéresser à ça. Ça vient renforcer en fait nos actions d'usage de l'aluminium recyclé, par exemple. Donc c'est intéressant, c'est une prise de conscience pour beaucoup de nous. C'est votre empreinte biodiversité. Oui, c'est notre empreinte biodiversité. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on sait moins bien la mesurer. Le carbone, c'est des kilos de CO2. On fait des scope 1, scope 2, scope 3, c'est tout ce qu'on veut. Pour la biodiversité, il n'y a pas d'outil précis, donc c'est moins facile. Mais ça reste une vraie réalité, c'est matériel. Je voulais juste montrer une chose. Alors, j'ai fait une fresque des limites planétaires il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est pareil, c'est des petits flashs. Il nous avait montré, vous voyez ce graphique avec les traits bleus, les traits rouges. Ça, c'est le résultat d'une étude conjointe entre le GIEC et l'IPBES. Donc, l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Et ça compare, en fait, deux approches, deux façons de traiter certains problèmes. Le graphique du haut, on va avoir identifié des questions, des sujets, et on les traite selon, avec une approche climat, et on trouve des solutions. De l'autre côté, on va voir les impacts ou d'autres sujets qui ont trait à la biodiversité. Si on traite un sujet par l'approche climat, on va souvent générer les traits rouges, en fait, c'est-à-dire des effets négatifs sur la biodiversité. Par contre, si on prend les mêmes sujets et qu'on les considère avec un regard biodiversité, on va déjà regarder ce qui se passe au niveau du vivant, eh bien on voit que de l'autre côté, il y a relativement peu d'impact négatif sur des sujets climat. Alors, en clair, il y a plus de rouge en haut qu'en bas, c'est ce qu'il faut voir. C'est que si on aborde un sujet par le volet biodiversité, on a plus de chances de créer du positif que si on regarde que l'aspect climat. L'exemple tout simple, c'est je rase une forêt pour mettre du photovoltaïque, par exemple. Bon, ça, c'est un peu simpliste, mais ça permet de comprendre un petit peu l'idée, quoi. Donc, l'aspect biodiv, pour nous, il est vraiment, vraiment important. De toute façon, climat, biodiversité, c'est toujours le même problème. Ça fait partie c'est une complexité globale. Et tout ça, ça doit s'aligner, quoi. Et puis, avec cet aspect biodiversité, on appuie un peu plus sur les principes RC, quoi, éviter, réduire, compenser. Ça va amener, donc, dans la démarche, alors je reviens un petit peu sur les achats, à des notions de sobriété, en fin de compte. On achète de la matière, on va acheter juste ce qu'il faut, on va réduire les transports, on va réfléchir à la fin de vie, on va réfléchir à une circularité aussi autour de la matière. Donc tout ça, ce sont des notions, des critères supplémentaires qu'on va amener dans la démarche d'achat. Et puis, je vais juste faire une analogie aussi. Toute cette démarche avec les fournisseurs, ça prend du temps. On l'a vu un petit peu dans le débat tout à l'heure ou dans l'intervention juste avant moi. Travailler avec ses fournisseurs sur ces sujets, il faut les accompagner, c'est pas évident, ça prend du temps, il faut une relation de confiance. Donc là, on fait pas du one shot, quoi. En fait, on travaille sur le long terme. Et quand on pense à la nature, le long terme, c'est important, ça va ensemble, quoi. On peut pas faire des choses comme ça, vraiment toujours sur du court terme. Et puis, pour terminer, je vais vous parler un petit peu de CSRD, parce que on n'avait pas encore dit le mot de la matinée. C'est un peu un gros mot, ça y est, je l'ai fait. Voilà, je l'ai dit. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai raconté sur la biodiversité, c'était une approche volontaire. La CSRD, ça arrive un petit peu dans un contexte réglementaire un peu contraint. Donc nous, chez Aramis, on est une équipe de 4 aujourd'hui pour la RSE. On a décidé de le gérer en interne. C'est-à-dire on ne va pas solliciter de consultants à l'extérieur pour établir nos rapports et faire toute notre analyse de matérialité.
Parce que en fait, voilà, c'est beaucoup de boulot, c'est vrai, mais on se dit autant transformer cette contrainte en quelque chose de positif. Il faut qu'on arrive à maîtriser un petit peu ce qui se passe. Et la première étape, j'ai été aussi à l'université des ETI de Nouvelle-Aquitaine, où on a fait une formation sur la CSRD. Et la première étape, c'est de bien définir son business model et sa chaîne de valeur. Encore la chaîne de valeur. Donc, qui dit chaîne de valeur dit les achats, quoi, à un moment donné. Et donc, le travail fait sur la biodiversité, toute cette expérience, ça vient en plus. Donc, c'est bien, quoi, tout se passe bien. Mais cette sacrée chaîne de valeur, il faut vraiment la définir. Et il y a beaucoup de points, de data points qu'il faut renseigner pour la CSRD. À un moment, il faudra bien répondre à ces exigences et aller chercher toutes les informations. Donc, tout à l'heure, on l'a vu très bien sur les métaux, hein, l'extraction, la transformation, etc. On l'a sur l'aluminium, c'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur, mais c'est pareil, hein, c'est 5 tonnes de bauxite pour faire 1 tonne d'alu, et il y a plein d'étapes au milieu. Ben, il va bien falloir aller s'intéresser à ce qui se passe, quoi, sur toutes ces étapes-là. Très bien, peut-être un dernier mot. Oui, je vais terminer. Donc, par rapport à l'approche biodiversité, la CSRD, l'approche biodiversité n'est pas vraiment anthropocentrée, ce qui est intéressant aussi. Dans la CSRD, l'avantage, c'est qu'on a une dimension en plus sociale qui va venir s'ajouter. Donc, au fond, la biodiversité suffirait peut-être pas. Là, on a des ESRS, les travailleurs sur la chaîne de valeur ou les communautés touchées. Donc ça, ce sont des sujets qui sont intéressants, sur lesquels il y a souvent de la matérialité, même si on n'a pas envie, il y en a forcément. Donc il va falloir aller regarder ce qui se passe. Mais au début, on a le droit de dire qu'on ne sait pas. On a le droit de dire qu'on n'a pas de moyens de mesurer, mais par contre, il faut indiquer qu'allons-nous faire. Et à un certain moment, il va bien falloir reporter. Donc, il faut s'intéresser au sujet. Donc, pour conclure, tous ces sujets RSE, c'est les achats responsables. Même si, je l'ai dit, je ne suis pas un expert, c'est indissociable. Moi, je travaille beaucoup avec les services achats dans l'entreprise, que ce soit au niveau du groupe ou dans toutes les filiales. Et vraiment, cette notion de chaîne de valeur, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser à fond. On ne peut pas se dire on achète des trucs aux fournisseurs du coin, il faut vraiment savoir d'où ça vient. On dit souvent, nous en interne, il faut qu'on soit moins bête, il faut qu'on arrive à comprendre comment ça marche. C'est bien simple, il y a Loïc qui est dans mon équipe, c'est un scientifique, on l'a embauché, on a un scientifique dans l'équipe, un universitaire, parce qu'il a une approche différente sur nos métiers, sur nos matières. On a décidé d'être moins bête. Bon, c'est pas mal. Voilà. Conclusion, c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Merci Christophe. Voilà, c'est bien. On peut l'applaudir. J'ai une question aussi pour vous. Donc, formaliser sa chaîne de valeur, formaliser son modèle, avoir cette ouverture-là. J'en comprends vous êtes une ETI, donc on a dit, membre du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez suivi un parcours sur la CSRD qui est proposé par l'université du club. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un parcours d'accompagnement de Soltena sur la biodiversité. Oui. Je sais aussi que vous êtes passé dans les accélérateurs ETI que BPI France, la région et ADI proposent. Donc ça veut dire aussi que vous êtes bien entouré, vous structurez une équipe finalement assez importante, y compris pour une ETI de votre taille. Oui. C'est aussi le souhait d'un dirigeant qui a un mindset particulier. C'est aussi le vice-président d'ailleurs du sujet de transition environnementale aujourd'hui dans le club des ETI. Donc peut-être un petit mot sur le dirigeant, parce qu'il y a évidemment un lien fort avec son pilotage de l'entreprise et son mindset. Alors, oui, donc Jean-Baptiste Micoulot, c'est le PDG du groupe Aramis, c'est mon patron en fait, et il est extrêmement sensible à ces sujets. On travaille de façon très très proche sur tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il nous fait confiance, et donc il a lancé cette entreprise. Je pense qu'on a de la chance, on peut saisir des opportunités de formation, de rencontres. On le fait avec toute humilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. Et puis, donc on n'hésite pas à aller se former, à aller poser des questions. Enfin, je crois que c'est la curiosité qui caractérise aussi Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à envoyer ses équipes à creuser des sujets à droite et à gauche, mais toujours en toute humilité. On ne veut pas s'afficher comme des spécialistes. Je pense qu'on fait une ETI qui fait son chemin, et puis et on est content de ça, on est fiers de ça. Et ce qui est bien, c'est que ça marche dans toute le... J'en ai pas beaucoup parlé, j'ai oublié, mais tout ça, c'est partagé le plus possible avec les salariés, avec les directeurs des usines. On aimerait le faire plus encore, mais voilà, c'est un écosystème aussi qui se met en place. Très bien.